Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais me présenter davantage et vous raconter les expériences qui m'ont donné envie de devenir guérisseuse. Même si je n'ai pas suivi cette voie dès le départ, découvrir les secrets de la guérison me trottait déjà dans l'esprit dès ma plus tendre enfance. La spiritualité, les maîtres de sagesse et les mondes invisibles m'ont toujours fascinée et ils ont marqué ma vie dès mon plus jeune âge. Alors que j'avais à peine 4 ans, le premier déclencheur fut un film biographique sur Bernadette Soubirous. L'adolescent témoin de 18 apparitions mariales dans la grotte de Massabielle m'a profondément bouleversée. Après ce film, j'ai commencé à prier ardemment dans ma chambre, à ériger de petits autels pour entrer en communication avec le divin. Je demandais aussi à ma mère de rester immobile pour incarner la Vierge Marie alors que je m'agenouillais devant elle pour prier. Pour ma mère, c'était simplement un jeu d'enfant. Pour moi, c'était déjà un moyen d'entrer en communication avec les mondes parallèles. J'ai toujours été différente. Les interactions sociales m'ont toujours fatiguée et je ne me suis jamais intéressée au quotidien, aux activités sociétales et aux regroupements. Détachée de mon environnement, je préférais vivre centrée dans mon univers intérieur et la spiritualité se dessinait déjà devant moi comme une voie inéluctable. Dans les années 80, les médias encore précaires limitaient le savoir spirituel. Les lectures enfantines étaient trop niaises et ingénues. Seul le cinéma en pleine évolution ouvrait une brèche culturelle et pédagogique. C'était une période riche pour le cinéma fantastique et la science-fiction qui fascinait autant mon père que moi. Les vidéoclubs en plein boom nous donnaient la possibilité de nous évader dans des films inspirants, riches de messages et d'enseignements évolutifs. Comme mes parents étaient plus fêtards que religieux, c'est également par le biais du cinéma que j'ai découvert l'existence de Dieu et du Christ à travers les péplums des années 50. D'abord les 10 commandements, puis la fable de Ben-Hur, qui retrouve sa famille après que Jésus les ait guéris de la lèpre. Ce film fut pour moi une révélation. Même si j'étais très jeune, la seule chose que j'avais vraiment envie d'apprendre après ce film, c'était comment guérir avec l'énergie, comme le faisait Jésus-Christ. Une part de moi-même se sentait profondément connectée au Christ et à ses miracles. Une connexion qui allait au-delà de cette vie, un sentiment d'avoir déjà connu l'énergie qui émanait du Maître, et cette sensation transcendait tout mon petit être. Malheureusement, ni l'école laïque, ni le soi-disant enseignement du catéchisme n'ont pu m'enseigner les méthodes du Maître Jésus. Les bénévoles qui préparaient les futures communions nous enseignaient seulement à fabriquer des figurines en papier mâché. Très déçue par ces cours aussi niais qu'inutiles, j'ai refusé de faire ma communion. Je savais déjà que le monde dans lequel je grandissais et l'école traditionnelle, comme la religion, seraient incapables de m'enseigner ce qui me fascinait. J'avais souvent la sensation d'avoir été projetée dans un monde primitif qui limitait la connaissance et l'évolution. Ainsi, il ne me restait donc que l'expérience pour apprendre, et celle-ci est venue très tôt. Mon père est décédé quand j'avais 10 ans. Il était sujet à des épisodes dépressifs et il a mis fin à ses jours à 38 ans. Je me souviens surtout de la réaction de mon entourage, d'une belle famille accusatrice et du remue-ménage que ce drame a créé dans nos vies. Je me rappelle aussi très bien de ma mère qui a commencé à s'interroger sur la vie après la mort. Elle a rempli les bibliothèques de livres sur l'âme, la réincarnation, le voyage astral.
Elle a rencontré des médiums et elle a même fait du spiritisme pour essayer d'entrer en contact avec mon père, pour évacuer aussi la culpabilité qu'elle ressentait et pour essayer d'expliquer le geste de mon père que malgré toutes ses tentatives, elle n'a jamais réussi à comprendre. En tout cas, elle a accumulé des lectures fascinantes qui commençaient à me donner le savoir que je recherchais et que l'enseignement traditionnel se révélait incapable de me transmettre. Je découvrais alors qu'au-delà du quotidien humain, limitant et ennuyeux, se déployaient d'autres mondes, d'autres réalités subtiles et bien réelles. À peu près 13 ans plus tard, j'ai vécu ma première rencontre avec le monde invisible. La mort avait encore frappé mon foyer. Mon troisième beau-père, une piètre personne involuée que ma mère avait rencontrée par petites annonces, est décédé d'une crise cardiaque. Cette fois, j'ai ressenti un profond soulagement que cet affreux bonhomme sorte de nos vies, même si j'aurais préféré bien évidemment que cela se passe autrement pour lui. À cette époque, je vivais près de l'île où je faisais mes études. Quelque temps après le drame, je suis venue garder la maison quelques jours, le temps que ma mère parte se ressourcer. Effrayée de dormir seule dans cette maison qui semblait maudite à cause de la mort qu'elle attirait, j'avais invité 2 amis à dormir chez moi, et j'ai bien fait, car mon intuition n'était pas anodine. Un événement effrayant se préparait. Une nuit, j'ai senti une présence invisible s'infiltrer dans ma chambre. Elle a glacé toute la pièce avant de se coller contre mon dos. Je sentais les formes concrètes d'un corps adulte, invisible, épouser mes propres formes. J'étais tétanisée, incapable de bouger ou de crier à l'aide. Je sentais son souffle sur ma gorge. Cela n'a duré que quelques minutes, pourtant j'ai eu l'impression que cela durait des heures. Puis la présence s'en est allée comme elle est arrivée. Cependant, je n'ai pas osé bouger avant de voir les premiers rayons du soleil éclairer ma chambre. Cette première expérience paranormale m'a tellement effrayée que je ne voulais plus entendre parler du monde invisible. Je n'ai jamais su qui était cette entité. Peut-être mon père, mon beau-père, peut-être autre chose. Tout ce que je sais, c'est qu'inconsciemment, j'avais ouvert une porte. Et que toute ma vie, j'allais rester connectée à ce monde invisible. Pour l'instant, je l'ignorais encore, mais j'allais expérimenter l'envers d'un décor, parfois plus qu'effrayant. Après cela, pendant des années, il ne s'est plus rien passé. Et puis, après une rupture violente, j'avais alors 34 ans, les phénomènes ont recommencé, mais cette fois de façon exponentielle. Après cette rupture, j'étais particulièrement angoissée et je n'avais pas encore conscience que nous attirons dans le monde visible et invisible ce que nous émettons. Partout où j'allais, je sentais des présences et plus les entités étaient néfastes, plus je les ressentais à travers mon corps. J'avais des crampes abdominales et des envies de vomir dès que je traversais un lieu où elles se trouvaient. Je sentais aussi celles qui entouraient mes congénères et les influençaient. Et c'est comme si tous mes sens évoluaient et se décuplaient. Ainsi, la maladie et les vices des gens commençaient à se manifester sous forme d'odeurs nauséabondes. Des effluves de pourriture entouraient les personnes malsaines. Je sentais même la mort imminente d'une personne à l'odeur qu'elle émanait. J'avais des visions étranges sur le passé des lieux, comme si je pouvais lire le karma des maisons, et je faisais de plus en plus de rêves prémonitoires. C'est à cette période que j'ai recommencé à prier, pour me protéger de ces ressentis et des entités que je sentais partout. Parfois, j'avais même l'impression de devenir folle. J'espérais vraiment que la prière me donnerait des réponses. À la même période, j'ai commencé à m'intéresser au magnétisme. Sans aucune formation en la matière, je pratiquais parfois sur mes camarades au travail.
Une de mes collègues était particulièrement fascinée par mon aptitude qu'elle considérait comme un don. Elle s'est mise à organiser des petites soirées dans lesquelles ma mission était de ressentir et de deviner les problèmes des invités par le magnétisme. À cette époque, je préparais déjà inconsciemment un burn-out et j'étais une véritable éponge émotionnelle. En pratiquant le magnétisme, j'aspirais les mauvaises énergies et le mal-être des personnes. En plus, ma dernière relation sentimentale avait fait de ma vie un cauchemar et je gardais des sédiments de trauma, de la colère et de la méfiance envers les hommes. D'autre part, je commençais à fatiguer professionnellement. Mon travail dans l'informatique devenait une mascarade qui m'éloignait de mes idéaux spirituels. La pression, les responsabilités, les horaires postés me créaient un stress continu. Je commençais à me perdre et à ne plus trouver de sens dans ce travail, et des événements extérieurs aidant, sans m'en rendre compte. J'ai sombré et le burn-out m'a rattrapé. Un matin, j'ai prévenu mon employeur que je ne viendrais pas et je ne suis jamais revenue. J'avais atteint un tel état de mal-être que j'avais pratiquement cessé de m'alimenter. Je ne dormais plus, même si je prenais des somnifères. Je savais que si je restais seule dans mon appartement, j'allais succomber. Alors, dans un éclair de lucidité, je suis retournée vivre chez ma mère. J'ai aussitôt pris un rendez-vous avec mon médecin de famille qui m'a déclarée inadaptée à la vie et à la société. Loin de me remonter le moral, le sexagénaire, qui ne respirait pas non plus la joie de vivre, m'a étiquetée dépressif comme mon père. Et il m'a dit texto: « Tu sais, la catatonie, souvent, c'est pour la vie. » Ensuite, il m'a prescrit un arrêt maladie et la solution habituelle, un antidépresseur. Quelque temps avant mon burn-out, j'allais ponctuellement faire des séances de Reiki chez une praticienne, quand la pression du travail me submergeait ou que je n'arrivais pas à gérer mes émotions. L'antidépresseur prescrit faisant pire que mieux, je redoublais d'idées plus sombres encore, et parfois même suicidaires, idées que je n'avais jamais eues sans traitement. Alors je suis retournée voir la praticienne qui m'a aussitôt apaisée avec une nouvelle séance de Reiki. Puis elle m'a proposé de rencontrer son conjoint, un médium. J'avais besoin d'espoir, d'un moteur pour me relever, et toute aide était la bienvenue. Et la médecine m'avait condamnée. Je savais que la science ne serait pas mon recours. Je n'avais plus confiance dans ces médicaments qui me faisaient plus de mal que de bien. En règle générale, je ne suis pas contre l'allopathie, mais je pense que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux médicaments. En tout cas, j'ai accepté la proposition et j'ai décidé de rencontrer ce cartomancien assez doué, et j'ai bien fait. Cet homme, bien plus sage et clairvoyant que mon médecin, a fait un état des lieux de ma santé, de ma vie, sans que je lui souffle un mot de la situation. Et il a trouvé exactement les mots qu'il fallait pour m'apaiser. Tu ne retourneras pas à ton travail. Un cycle se termine. Tu es en transformation karmique. Je n'oublierai jamais ces paroles. Elles ont résonné dans mon cœur comme le chant de la résurrection. Puis il m'a parlé de mes capacités extrasensorielles qui se réveillaient, que je vivais entre les dimensions, que j'avais le troisième œil ouvert sur le karma du monde, que je voyais les mondes invisibles, que je savais manier le pendule et que j'allais me guérir moi-même avant de soigner beaucoup d'autres personnes. À la fin de la séance, il m'a même demandé si je pouvais répondre à des questions qu'il se posait avec mon pendule. Ce jour-là, j'avais juste besoin d'espoir, mais cet homme m'a donné beaucoup plus. Il m'a donné un avenir et une nouvelle vie à construire. Un mois plus tard, j'ai repris rendez-vous avec la praticienne Reiki, mais cette fois pour me former. J'ai passé mon premier degré. Cette expérience énergétique extraordinaire dont je garde un souvenir mémorable
a bouleversé toute mon existence. Effectivement, je me suis soignée. J'ai récupéré mon énergie, ma santé et mon sommeil, et j'ai ressenti très vite le besoin de créer. Je me suis lancée dans la création de bijoux avec des gemmes. J'ai fait quelques expositions. Mais ce qui me transcendait, c'était la création elle-même. Je me suis mise également au sport, que je n'ai plus jamais arrêté. Le Reiki a commencé à initier un changement sur tous les plans de mon être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Je commençais à expérimenter la paix, la confiance, la créativité, et puis je retrouvais la joie. Clairement, le Reiki m'a fait aussi monter en vibration, et je suis devenue moins sensible au bas astral, où évoluent les entités toxiques. Parfois, il m'arrive encore d'en rencontrer dans mon quotidien de guérisseuse, mais maintenant, je suis capable de les renvoyer dans leur monde ou de les faire passer dans la lumière. Évidemment, après ma formation, j'ai pratiqué le Reiki rapidement sur mon entourage, sur toutes les personnes volontaires. J'étais toujours en arrêt maladie, mais le Reiki commençait à poser les bases d'une nouvelle orientation professionnelle. J'avais envie de partager ma découverte avec le monde entier. Pour moi, le Reiki était une discipline révolutionnaire, encore méconnue, qui favorisait la transformation intérieure. J'étais convaincue de ses bienfaits car ses résultats sur moi avaient été fulgurants. Je me suis formée le 28 janvier 2014 et j'ai toujours continué à pratiquer sur moi. En 2017, j'ai cessé de porter des lunettes pour ma myopie qui s'était développée en 2009. Étrangement, cela correspond à l'apogée toxique de ma relation sentimentale. Sans doute que je refusais de regarder les choses en face à cette époque, alors ma vue a baissé. Au fil de l'autotraitement, mes allergies se sont calmées, ainsi que l'eczéma que je contractais régulièrement en raison de mon anxiété. Donc le Reiki m'a convaincue de signer une rupture conventionnelle. J'ai passé mes différents degrés de Reiki progressivement. Je me suis formée aussi rapidement au magnétisme, à l'hypnose et beaucoup plus tard à l'EFT. Le Reiki restait assez controversé et des propos sectaires circulaient beaucoup sur le net et je savais que ces derniers allaient effrayer une part de ma future clientèle. Je voulais donc ajouter à la gamme de mes compétences des méthodes plus conformistes, en tout cas plus reconnues par le milieu médical, pour donner satisfaction à tous. Comme je vivais encore chez ma mère, j'ai commencé mon activité en déplacement à domicile, puis 1 an plus tard, j'ai trouvé une belle petite maison qui vibrait déjà d'une belle énergie, un lieu propice pour m'aider dans mes soins. Alors j'ai emménagé, puis j'ai ouvert mon cabinet. Très vite, dans cette belle maison ressourçante située au cœur de la nature, j'ai ressenti de nouveau le besoin de créer. Et c'est en écoutant les parcours, l'histoire de vie des personnes que j'accompagnais que j'ai commencé à écrire. D'abord des articles et des conseils pour améliorer leur quotidien. Puis j'ai eu envie de revenir sur ma propre histoire et j'ai publié un premier témoignage, Exit, sur toutes mes expériences vécues depuis mon enfance jusqu'au burn-out. Pour donner suite à une demande récurrente de ma clientèle, en 2019, j'ai créé des formations Reiki et j'ai initié mes premiers stages. Puis, avec le confinement, j'ai profité du temps imparti pour créer plusieurs modules en hypnose. Durant cette même période, je me suis mise à écrire de la poésie et je rédigeais aussi déjà une suite de mon livre quand, à la fin des confinements, j'ai rencontré ma flamme jumelle qui m'a convaincue de créer des formations vidéo sur les méthodes alternatives, persuadée que ces outils seraient positifs et bénéfiques pour beaucoup de monde. Nous avons donc uni nos compétences pour réaliser ensemble ce beau projet. Nous avons créé 4 modules en hypnose et une nouvelle formation en EFT qui devrait sortir bientôt en octobre.
Dans la foulée, nous avons créé ma chaîne YouTube, d'abord dans un but informatif. Cependant, j'ai tellement apprécié cette nouvelle expérience audiovisuelle que j'ai eu envie de transmettre mon expérience dans un autre format que le livre. Et voilà, grâce à cette envie et à ma flamme jumelle qui m'a guidée vers ce nouvel outil, cette nouvelle façon de transmettre, vous pouvez aujourd'hui découvrir cette première vidéo sur mon vécu et d'autres viendront encore par la suite.